Sans famille, deuxième partie, chapitre 8, la vache du prince. J'aimais bien Mathia quand nous arrivâmes à Mende, mais quand nous sortîmes de cette ville, je l'aimais encore plus. Était-il rien de meilleur, rien de plus doux pour l'amitié que de sentir avec certitude que l'on est aimé de ce qu'on aime? Et quelle plus grande preuve Mathia pouvait-il me donner de son affection que de refuser, comme il l'avait fait, la proposition d'Espinassou, c'est-à-dire la tranquillité, la sécurité, le bien-être, l'instruction dans le présent et la fortune dans l'avenir pour partager mon existence aventureuse et précaire, sans avenir et peut-être même sans lendemain? Je n'avais pas pu lui dire devant Espinassou l'émotion que son cri « Quittez mon ami » avait provoquée en moi. Mais quand nous fûmes sortis, je lui pris la main et la lui serrant « Tu sais, lui dis-je, que c'est entre nous, à la vie et à la mort. » Il se mit à sourire en me regardant avec ses grands yeux. « Je savais ça avant aujourd'hui, » dit-il. Mathia, qui jusqu'alors avait été très peu mordu à la lecture, fit des progrès surprenants le jour où il lut dans La théorie de la musique de Kuhn. Malheureusement, je ne pus pas le faire travailler autant que j'aurais voulu et qu'il le désirait lui-même, car nous étions obligés de marcher du matin au soir, faisant de longues étapes pour traverser au plus vite ces pays de la Lorraise et de l'Auvergne qui sont peu hospitaliers pour des chanteurs et des musiciens. Sur ces pauvres terres, le paysan qui gagne peu n'est pas disposé à mettre la main à la poche. Il écoute avec un air placide tout ce qu'on veut bien jouer, mais quand il prévoit que la quête va commencer, il s'en va ou il ferme sa porte. Enfin, par Saint-Flour et Issoire, nous arrivâmes au village d'Eau, qui était le but de notre expédition, et il se trouva, par bonheur, que les renseignements du montreur d'ours étaient vrais. À la Bourboule, au Mont d'Or surtout, nous fîmes de belles recettes. Pour être juste, je dois dire que ce fut surtout à Mathia que nous les dûmes, à son adresse, à son tact. Pour moi, quand je voyais des gens assemblés, je prenais ma harpe et me mettais à jouer de mon mieux, il est vrai, mais avec une certaine indifférence. Mathia ne procédait pas de cette façon primitive. Quant à lui, il ne suffisait pas que des gens fussent rassemblés pour qu'il se mît tout de suite à jouer. Avant de prendre son violon ou son cornet à piston, il étudiait son public, et il ne lui fallait pas longtemps pour voir s'il jouerait ou s'il ne jouerait pas, et surtout ce qu'il devait jouer. À l'école de Garofoli, qui exploitait en grand la charité publique, il avait appris dans toutes ses finesses l'art si difficile de forcer la générosité ou la sympathie des gens. Dès la première fois que je l'avais rencontré dans son grenier de la rue de l'Oursine, il m'avait bien étonné en m'expliquant les raisons pour lesquelles les passants se décident à mettre la main à la poche. Mais il m'étonna bien plus encore quand je le vis à l'œuvre. Ce fut dans les villes d'Eau qu'il déploya toute son adresse, et pour le public parisien, son ancien public, qu'il avait appris à connaître et qu'il retrouvait là. « Attention !» me disait-il, quand nous voyions venir à nous une jeune dame en deuil dans les allées du Capucin. C'est du triste qu'il faut jouer. Tâchons de l'attendrir et de la faire penser à celui qu'elle a perdu. Si elle pleure, notre fortune est faite. Et nous nous mettions à jouer avec des mouvements si ralentis que c'était à fendre le cœur. Il y a dans les promenades aux environs du Mont d'Or des endroits qu'on appelle des salons. Ce sont des groupes d'arbres, des quinconces sous l'ombrage desquels les baigneurs vont passer quelques heures en plein air. Mathia étudiait le public de ces salons et c'était d'après ses observations que nous arrangions notre répertoire. Quand nous apercevions un malade assis mélancoliquement sur une chaise, pâle, les yeux vitreux, les joues caves, nous nous gardions bien d'aller nous camper brutalement devant lui pour l'arracher à ses tristes pensées. Nous nous mettions à jouer loin de lui, comme si nous jouions pour nous seuls et en nous appliquant consciencieusement. Du coin de l'œil, nous l'observions. S'il nous regardait avec colère, nous nous en allions,
S'il paraissait nous écouter avec plaisir, nous nous rapprochions et Capi pouvait présenter hardiment sa sébile. Il n'avait pas à craindre d'être renvoyé à coups de pied. Mais c'était surtout près des enfants que Mathia obtenait ses succès les plus fructueux. Avec son archet, il leur donnait des jambes pour danser, et avec son sourire, il les faisait rire, même quand ils étaient de mauvaise humeur. Comment s'y prenait-il? Je n'en sais rien, mais les choses étaient ainsi. Il plaisait, on l'aimait. Le résultat de notre campagne fut vraiment merveilleux. Toutes nos dépenses payées, nous eûmes assez vite gagné 68 francs. 68 francs et 146 que nous avions en caisse, cela faisait 214 francs. L'heure était venue de nous diriger sans plus tarder vers Chavanon, en passant par Ussel, où, nous avait-on dit, devait se tenir une foire importante pour les bestiaux.